Bonjour. Peux-tu nous dire qui tu es? Alors, je suis Noémie Alvarad, je suis psychologue du travail, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et je suis fondatrice d'Anoé Conseil qui promotionne la santé mentale et l'amélioration des qualités de vie et des conditions de travail. Parle-nous de ton parcours et de ce qui t'a conduit à te spécialiser en psychologie du travail. Alors, écoutez, j'ai fait toute ma scolarité mon secondaire en Guadeloupe et c'est lorsque j'ai fait un forum des métiers. J'ai vu l'affiche psychologue et je me suis dit ce métier est fait pour moi. Parce qu'il est vrai que j'avais l'habitude déjà d'écouter mes camarades, aussi de faire un peu la boîte d'intérim du quartier. Donc je prenais les CV, j'étais l'une des premières à avoir un ordinateur avec la connexion Internet à l'époque. Donc je faisais déjà toutes ces choses-là et quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit mais ça me correspond. Et puis c'est parti de là, donc j'ai rien dit à mes parents. Donc on s'attendait à ce que je fasse une prépa pour être enseignante, puisque c'est vrai que c'était mon souhait déjà quand j'étais en primaire, collège, j'en parlais. Et puis j'ai rempli à l'époque mon dossier post-bac avec un seul vœu, c'était Nanterre, et je suis partie comme ça. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Alors ce qui me passionne le plus, c'est l'humain et c'est la polyvalence, puisqu'en tant que psychologue du travail, je suis amenée à réaliser énormément d'activités. Donc j'ai une expertise dans le bilan de compétences, dans le recrutement, dans l'audit RPS, dans l'accompagnement lié aux souffrances au travail. Je réalise également des formations sur mesure. Donc ça me plaît justement de passer d'une activité à l'autre en sachant que toutes ces activités-là, elles sont complémentaires puisqu'elles permettent vraiment d'accompagner l'individu pour qu'il puisse s'épanouir de manière individuellement, collectivement. D'autant plus qu'on passe énormément de temps au travail. Donc finalement, j'arrive à aider chaque personne, qu'elle soit sans emploi ou avec emploi, à trouver justement leur identité personnelle à travers leur identité professionnelle. As-tu rencontré des obstacles qui ont failli freiner ton projet? Comment les as-tu surmontés? Alors c'est vrai qu'au démarrage de mes études, j'avais plutôt opté pour un master en psychologie clinique. Alors c'est vrai que j'ai eu du mal à pouvoir poursuivre ma maîtrise parce qu'il était difficile de trouver un stage. Du coup, je me suis dit, j'ai revu un peu mon parcours et je me suis rendu compte que finalement c'était plutôt le travail qui était central parce que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études et je me suis toujours intéressée justement au parcours de vie de personnes que je rencontrais dans ces différents jobs. Et finalement, ce qui était un obstacle m'a plutôt permis de trouver mon évidence. Ce qui fait que je me suis inscrite en master de psychologie des organisations et ergonomie. Et en fait, à chaque fois où j'ai eu des difficultés, ce qui m'a sauvée, moi je pense, ce qui me permet aussi de retomber sur mes pattes, hein, comme le chat on dirait, c'est la persévérance. C'est la persévérance et l'optimisme et l'audace. Donc j'ai toujours osé taper aux portes et j'ai toujours osé continuer quand bien même on me fermait les portes. Et je pense que c'est cette persévérance, cette détermination, hein, parce qu'en fait j'aime ce que je fais, c'est ce qui m'a permis de pouvoir aller au-delà de chaque obstacle. Puisque déjà en revenant ici, en Guadeloupe, c'était déjà un premier obstacle de ne pas être connue, puisqu'effectivement je suis ici issue du territoire, pardon. Mais en Guadeloupe, je pense que ça tend à évoluer parce qu'on est beaucoup à revenir, mais on est toujours dans comment tu t'appelles, tu es l'enfant de qui? Et donc en fait, moi je suis l'enfant de personnes qui ne sont pas connues en fait. Et donc du coup c'est ça aussi, c'est pouvoir assumer ce regard où on est dévisagé parce qu'en fait, on n'a pas le nom, on a l'habitude de voir, on n'est pas la personne, on représente pas le stéréotype ou la représentation qu'on se fait du psychologue. Et donc, je pense que ce qui m'a aidée, c'est l'estime que j'avais de moi-même, clairement, parce que quand on fait face à des regards, du mépris aussi, hein, finalement, il y a de quoi aussi ne plus croire en soi. Et moi, je savais je sais encore ce que je vaux, mes études, mon parcours. Et ça m'a permis de continuer et d'aller au-delà des personnes qui pouvaient être décisionnaires et qui n'ouvraient pas les portes. Mais je me suis dit, je vais y aller avec le réseau. Et en fait, moi, j'ai commencé par me faire connaître grâce à WhatsApp. Donc, j'ai fait moi-même mes flyers, ma communication pour que mes formations se connaissent. Et c'est vrai que j'ai commencé avec des petits groupes.
Et puis ensuite, les gens du bouche-oreille, ils ont vu la qualité que j'apportais. Et donc, c'est comme ça, en fait, que les administrations, les entreprises ont commencé à me solliciter. Mais c'est vraiment parce que monsieur, madame, tout le monde s'est dit, ça a l'air intéressant, je vais y aller. Et puis, du coup, c'était aussi un peu de curiosité, puisque je suis arrivée sur une formation qui était méconnue, que je porte vraiment avec beaucoup de cœur, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui me porte beaucoup, la santé mentale. Et donc voilà, je pense que c'est la passion, la détermination, l'audace, c'est mes maîtres mots, et puis l'optimisme. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine, que serait-il? Alors moi, je lui dirais de s'intéresser à l'humain, de ne pas forcément tout de suite chercher à faire des stages, à côtoyer les psychologues. En fait, je pense que pour pouvoir être pertinent dans ce métier-là, il faut s'intéresser à l'humain, il ne faut pas avoir peur d'être confronté à l'humain. Et moi, j'ai toujours été confrontée à l'humain, j'ai toujours fait... je sais ce que c'est que de faire la plonge ou nettoyer un adulte en situation de handicap. En fait, j'ai toujours été jusqu'à côtoyer et réaliser les conditions de travail difficiles, rencontrer des personnes qui sont en situation de précarité, discuter avec les gens en souffrance sans forcément être là en tant que psychologue, mais ça m'a permis justement d'expérimenter l'humain, d'expérimenter la vie et de vraiment me rendre compte de pouvoir déjà travailler l'empathie. Parce qu'en fait, et c'est aussi ça que j'apprends aux personnes lorsque je fais PSSN, pouvoir se mettre à la place de l'autre, ça ne s'apprend pas forcément qu'en université. Déjà, on ne l'apprend pas de toute la scolarité classique, secondaire et tout ça. Et à l'université, on a beau avoir des cours, si on ne se confronte pas à l'humain, en fait, l'empathie, on ne l'expérimente pas. Donc, en fait, il ne faudrait pas être enfermé dans les livres ou à regarder les podcasts, écouter YouTube et compagnie. L'idée, c'est d'oser être au service de l'autre, oser être confronté aux souffrances des autres. Il n'y a que comme ça qu'on va aiguiser déjà les compétences fondamentales pour moi, pour un psychologue, et qu'on pourra mieux comprendre ce qui est livré, transmis une fois à l'université. Quel outil ou méthode trouves-tu le plus efficace pour prévenir le stress et améliorer la santé mentale au travail? Alors pour moi, les outils les plus efficaces, d'autant plus si on parle de jeunes travailleurs, ce serait avoir une bonne estime de soi, une bonne gestion émotionnelle et surtout une bonne conscience de soi. La conscience de soi, pour moi, c'est une compétence fondamentale, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens pour pouvoir mieux adapter mon attitude, mon comportement et me rendre compte effectivement quand mes ressources ne sont plus suffisantes pour m'accorder une pause. Chaque fois que je reçois des salariés, ça a toujours été ça. Clairement, si j'ai peu d'estime de moi-même, ça va m'amener à me dépasser, à outrepasser mes ressources pour pouvoir satisfaire quelqu'un d'autre qui, lui, va me faire un feedback qui, sur le moment, va me faire du bien. Et donc, du coup, je me retrouve comme ça à chaque fois à aller faire les choses. Et pareil, quand je ne sais pas ce que je ressens, je suis dans une non-écoute chronique de moi-même, ce qui m'amène au burn-out. Alors que lorsqu'on identifie ses émotions, déjà de manière très tôt, donc ça permet justement de prévenir le mal-être. C'est un peu comme les voyants de voiture, mais si du coup le voyant orange, si j'en tiens compte, ça m'évite d'avoir le voyant rouge où le moteur casse. Et donc souvent on a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'il y a un agacement, que ça monte crescendo et puis après ça arrive à l'agressivité. Et en fait, c'est souvent ça. C'est beaucoup une gestion émotionnelle. C'est pouvoir s'estimer suffisamment pour se choisir et pour pouvoir oser dire les choses qui ne vont pas. Et deuxième aussi compétence, pour moi qui est un outil, c'est pouvoir communiquer. Parce qu'il faut bien effectivement se connaître, prendre conscience de ce que l'on ressent, mais être en capacité de les communiquer, de mettre en discussion justement mon ressenti au travail. D'ailleurs, l'une de mes prochaines formations cette année, c'est me former à créer des espaces de discussion au travail parce que pour moi, c'est l'avenir. Pouvoir discuter, échanger, mettre des mots, MOT sur des mots MAUX, permettre aux personnes qui sont sur le terrain, qui font le travail réel, comme on dit, de pouvoir discuter avec ceux qui sont responsables, qui voient plutôt le travail posté, c'est-à-dire la fiche de poste, les choses telles qu'on les projette. Donc voilà.